Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live d'Edwin. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rui. Comment tu vas, Rui? Ça va très bien. Et toi, Raymond? Ça va super, je te remercie. Est-ce que tu peux nous introduire le sujet de ce soir, s'il te plaît? C'est très simple. L'architecture hexagonale, j'ai même pas l'impression qu'on ait besoin de la présenter. Le souci, c'est le titre qui est trompeur. Ce n'est ni une architecture et ce n'est pas un hexagone, c'est autre chose. Alors on va en parler aujourd'hui, on va regarder ce que c'est, on va le décortiquer, on va en discuter et on va faire un petit peu d'histoire autour de ça. Parce que c'est une histoire humaine, c'est ce qui rend le sujet intéressant. Je vais vous expliquer d'abord comment et pourquoi on en est arrivé à cette présentation il y a quelques semaines. J'ai un architecte qui vient me voir et qui me demande, oui, on peut faire de l'architecture hexagonale avec du Python. Et je lui fais, ben oui, pourquoi? Il me dit, bah, il va falloir faire un ADR. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux faire un ADR sur l'architecture hexagonale? Et là, il me regarde comme si j'étais. Il s'arrête et il me fait, bah, architecture. Et là, je me suis dit, oh là là, ça y est. Alors, si les architectes s'en mêlent, ça va être quelque chose. Je pense qu'il est temps. Le truc est tellement rentré dans le, c'est devenu un cargo cult qu'il faut absolument expliquer ce que c'est. L'architecture hexagonale, c'est un pattern. Ça n'a jamais été une architecture. Et l'hexagone n'est là que pour faire joli. Et je vous propose de commencer directement par Alistair Cockburn, donc l'auteur de l'architecture hexagonale, prononcé Cockburn parce que Cockburn, c'est pas très joli. Je vais vous montrer la vidéo qu'il a fait dernièrement, il y a quoi, 5 mois, où il présente l'architecture hexagonale et le voilà obligé ces derniers temps de faire la tournée des popotes pour s'excuser en fait du mot qu'il a utilisé, architecture hexagonale. Je vous laisse avec Alistair Cockburn pendant une petite minute. Lot of years. And it's a sad truth that it's one of the three worst named patterns in the entire pattern library. Where, by the way, the top winners written by Jim Copleen, who's one of the originators of all patterns, and he has an excellent pattern called Buffalo Mountain. And to this day, I don't know what Buffalo Mountain's about. Even when I read it, the name's so bad that when I close the book, I can't remember what the pattern's about, because the pattern is named after a hill near where he grew up outside of Chicago that was called Buffalo Mountain. And there's a graph inside his pattern that resembles the silhouette of Buffalo Mountain. And so that's why he calls the pattern Buffalo Mountain. And so nobody knows what the pattern is because you can't tell anything from the name. So that's him. The second worst is Eric Evans, who also knows everything about patterns and has one that's called anti-corruption layer, which is absolutely not what it is, and that causes a lot of trouble as far as I'm concerned. So it's the second worst pattern name, and the third worst is by me, also an expert in patterns, and it's called hexagonal architecture because it's got nothing to do with hexagons anywhere in sight. It was literally a shape that I made up, not a whole lot better than Buffalo Mountain, but it's a shape that I made up before I knew what the pattern was about. So I knew it had to be that way, and I didn't know what to call it, and I needed a shape, and it couldn't be a square, and it couldn't be a triangle, and it can't be a pentagon, and it can't be a heptagon, it can't be an octagon. So therefore, it's a hexagon. It's just a shape, and so I called it hexagonal architecture. Like around 19. Ok, j'arrête là. Vous avez compris, l'architecture hexagonale, ce n'est ni une architecture ni un hexagone. C'est quelque chose que les développeurs font souvent, de trouver des jolis mots pour pouvoir soit correspondre à une analogie, soit essayer d'être euh, un peu à la page ou à la mode. Pensez à Bellman, de Bellman Ford, qui a inventé un des algorithmes de parcours du plus court chemin dans les graphes. Bellman a inventé ce qu'il a appelé la programmation dynamique dans les années 70. Et c'est pareil, quand on lui a demandé, il a répondu, oh bah parce que ça faisait joli, et puis j'étais en train d'écrire mon master, et en fait quand j'ai mis dans le titre programmation dynamique, tous les gens ont voulu s'intéresser au sujet.
Et donc, j'ai appelé ça programmation dynamique et aujourd'hui, ça s'appelle la programmation dynamique. Donc, c'est un brute force un peu intelligent. Vous regarderez ça sur Internet. Donc, l'architecture hexagonale, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe de bouche à oreille, je pense qu'il est temps d'en parler. Parce que malheureusement, quand on considère un pattern comme une architecture, euh, on va le voir, ça peut faire des ravages. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot architecture? Vous savez très bien que le mot architecture est utilisé de manière très courante à plusieurs niveaux. L'architecture d'une maison, l'architecture d'une ville, pas forcément l'urbanisme d'ailleurs, l'architecture d'une salle de bain, etc. Et on a exactement le même problème avec le mot architecture dans l'informatique. L'architecture, ça peut être aussi bien l'architecture applicative que l'architecture logicielle, que l'architecture d'entreprise, que l'urbanisme aussi, on l'utilise aussi. Et le fait de l'utiliser comme ça pour parler de la structure des choses fait que ça arrive dans les oreilles d'un architecte qui vient ensuite voir Bibi et qui demande s'il ne faut pas écrire un ADR pour l'architecture hexagonale en Python. C'est un mot. Architecture hexagonale, c'était le titre de Coburn et le vrai nom du pattern, c'est Ports and Adapters. Et pourquoi ça me plaît de parler de l'architecture hexagonale aujourd'hui, c'est parce que ça va nous permettre, en fait, de parler de ce qu'est un pattern. C'est un peu trop oublié, mais un pattern a des obligations. Il y a une structure, un peu comme un article de journal ou un roman policier. Si vous ne suivez pas les règles du roman policier, alors vous pouvez tomber dans un très mauvais bouquin. Et c'est pareil pour les patterns. Alors comment c'est constitué un pattern? Comme ça, on gardera un petit peu de culture générale là-dessus. Un pattern, c'est d'abord une problématique qu'on rencontre régulièrement. Ensuite, c'est une proposition de solution. Et sur cette proposition de solution, habituellement, on fournit un exemple de code qui soit suffisamment générique, qu'on puisse l'adapter à divers besoins. J'ai dit suffisamment générique parce que comment je pourrais dire, c'est pas un snippet qu'on pourrait tamponner partout tel quel. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et je vous dis ça parce que les deux prochaines entrées d'un pattern, ce sont ses avantages et ses inconvénients. Je vous avais fait récemment, en tout cas chez Edwin, j'avais fait une présentation qui s'appelait Fondation, où je disais qu'à la base de tout logiciel, à la base de toute écriture de code, il y a souvent, pour les effets de modularité, une tension énorme entre la cohésion et le couplage du code. On veut que le code soit cohésif, mais on veut essayer de le découpler pour avoir des effets de modularité. Le problème, c'est qu'on perd en cohésion. Et il y a toujours ces fortes tensions. Eh bien, les patterns, en abordant cette question dans les avantages et les inconvénients, vont parler de ce genre de choses. L'exemple le plus connu, c'est celui du GOF. Dans le GOF, quand vous allez ouvrir le bouquin du GOF, vous allez vous rendre compte de la structure d'un pattern. Si un pattern n'a pas ces 4 sections, ce n'est pas un pattern. Et l'architecture hexagonale est un pattern et vérifie cette structure. Alistair Coburn la connaît très bien. Alors on va la décrire ici pour vous et on va l'implémenter directement dans le code. Et on va voir, on va prendre un exemple simple, on va prendre exactement la description du tax calculator de Alistair Coburn pour que vous ensuite, vous puissiez facilement aller sur Internet, récupérer les ressources et voir comment c'est fait. Et exactement sur le même exemple. Il n'y aura pas d'effet de magie ou voilà. Le pattern Ports and Adapters, il a une problématique. Et cette problématique, c'est qu'habituellement, quand vous écrivez des tests de non-régression, des tests d'acceptance, vous devez vous connecter à des systèmes qui peuvent être connectés à différents composants. Et le problème, c'est que parfois, vous avez des composants qui sont plus lourds ou plus difficiles à embarquer dans vos tests que d'autres. Soit ils sont plus lents, soit ils vont nécessiter des connexions extérieures, etc. Et ça rend difficile à variabiliser en termes technologiques de vous connecter à tel ou tel connecteur. L'autre problème, c'est que souvent, il y a une variation technologique. On passe de, je sais pas, on passe de IBM MQ Series sur un vieux modèle de messaging à Kafka. On passe de Postgre à SQL Server ou l'inverse plutôt. J'aurais préféré. On passe de, je sais pas, du REST à du gRPC, etc. On change de technologie, on change de connexion,
Et on ne veut pas que les règles de gestion, ce qu'on appelle le domaine métier en France, euh, soient impactées par ce genre de choses, par des différences de connecteurs, des différences d'infra. C'est ça la problématique. Il y a une troisième problématique qui est que souvent, quand vous faites donc des règles métiers, que vous le vouliez ou non, vous avez toujours en fait un leak des, des connecteurs, des types de données. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en train de travailler avec des chiffres et que vous faites de la compta, vous allez probablement avoir l'instinct immédiat de faire du float, du type float ou du type double. Et vous allez très vite vous apercevoir que quand vous passez sur des grands montants, vous allez passer sur des gros nombres et vous allez passer par exemple en Java sur du big integer ou du big int en JavaScript ou du big num en Python. Vous allez être obligé de vous adapter parce que le code en fait est typé, il maintient des structures de données et que sous-jacent, il y a des adaptations à faire. On veut minimiser au plus les effets de bord de ce genre de structure, l'infrastructure, la structure des données, etc., ou les données qui sont transportées d'une couche à l'autre. On veut minimiser ces effets sur le métier. Donc on va encapsuler, on va découpler, on va essayer de faire des couches d'adaptation. C'est un peu tout le but du pattern Ports and Adapters. Alors quelle est cette proposition du pattern Ports and Adapters? Il va demander 3 points essentiels. Tout le reste est facultatif. Il est fortement conseillé par Alistair Cockburn, mais je vais vous donner les 3 points essentiels. Le premier point essentiel, c'est d'avoir un port, c'est-à-dire une interface qui a une règle de nommage qui doit commencer par for doing quelque chose, pour faire quelque chose. Donc typiquement, dans l'exemple du tax calculator, ça va s'appeler for calculating taxes, quand on va appeler le use case du domaine. Ou alors ça va s'appeler for getting taxes, quand on va appeler le repo, le repository du domaine pour aller chercher les taxes en fonction du pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces interfaces vont être implémentées et elles vont pouvoir avoir différentes sources d'implémentation, ce qu'on va appeler les adaptateurs. Donc les adaptateurs vont adapter les interfaces en fonction de la connexion. Il y a une chose intéressante à savoir sur les adaptateurs, c'est que, étant donné que c'est piloté par le test, ou en tout cas l'ATDD d'après Alistair Cockburn, on commence toujours par un mock. On ne commence jamais par la connexion à la production. Toujours par un mock, pour pouvoir contrôler son environnement. Le troisième point, et ça c'est quelque chose qui était vraiment novateur à l'époque où il est sorti, au début des années 2000, c'est le configurateur. On ne va pas directement se connecter à l'interface en implémentant, en injectant directement l'adaptateur qui va implémenter l'interface. On va passer par un configurateur qui va configurer toutes ces connexions en fait et qui va connecter les interfaces aux implémentations et aux services. Ça va permettre notamment d'avoir, par exemple, des résolutions dynamiques. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages et les inconvénients, on va en parler après. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer une implémentation très basique de ce que c'est. Donc j'ai préparé un projet vide qui s'appelle Tax Calculator Test. Ça commence toujours par un test. En général, c'est un test d'ATDD. Ici, j'ai voulu simplifier la chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire un test avec JUnit 6. Ça me va très bien. Et son test qu'il propose, c'est qu'on devrait should compute, complete, should aller calculate. C'est un ATDD. Normalement, ici, on devrait directement définir la partie, le service qu'on va appeler. Lui, il dit non. Ce service, vous allez l'obtenir à partir d'un configurateur. Donc, par exemple, le service qui va s'appeler calculating
Calculating Taxes Use Case. Je ne vous l'ai pas dit, mais Alistair Cockburn adore les use cases. C'est son deuxième dada après l'architecture hexagonale. Et il applique justement l'architecture hexagonale pour renforcer son idée de use case. Donc, Calculating Taxes Use Case est obtenu en appelant un tax calculator configurator .configure. C'est assez particulier. On obtient le service en appelant la configuration, en exécutant la configuration du configurateur. Le service, il va être implémenté, create classes, je vais la mettre dans un endroit particulier. Je ne peux pas le faire ici directement. Là. Et c'est ce qui va tenir en haleine tout le monde par rapport à d'autres, c'est qu'il est très à cheval sur la structuration des dossiers. Il ne dit pas que c'est obligatoire, mais il dit que c'est très fortement conseillé, et c'est ce qui apporte la plupart des problèmes dans les implémentations où on ne fait pas attention au répertoire et à la distribution en fait des ports et des adapteurs. C'est ça qui nous envoie toujours dans des endroits très compliqués où on ne comprend rien. Donc là, j'ai fait tech admin tax. Il va falloir appeler ça domaine ports. Il a l'habitude de dire que c'est soit driving, soit driven. Le driving, c'est ce qui va piloter le use case. Le driven, c'est ce qui va être piloté par le use case. Donc, vous avez l'hexagone, c'est la zone du domaine. L'hexagone, il est stimulé par des services, des logiciels qui l'appellent pour lui rendre service, et il va en stimuler d'autres. Ce par quoi il est stimulé, ce sont les driving. Ceux qu'il va stimuler, ce sont les driven. Donc ici, on est dans le cas du use case, on est en driving. On va mettre driving. Calculating tax use case. Ici. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Qu'il est très à cheval sur le nommage des choses. Et autant, ça, je l'ai appelé Calculating Taxes Use Case, lui, il veut qu'on l'appelle for Calculating Taxes. En plus, comme c'est un port, ça doit être une interface. Et nous voilà avec l'interface for Calculating Taxes, et je devrais le laisser calculator. Alors, il y a des gens qui discutent et qui débattent de savoir s'il faut appeler ça calculator ou for calculating tax. Moi, j'essaie juste de suivre l'exemple de Alistair Cockburn pour que ensuite, quand vous alliez sur Internet et que vous voyez le texte, vous sachiez retrouver exactement ce que lui, il aimerait bien qu'on fasse. Donc, je vous disais ici, ce use case va être récupéré, ou en tout cas ce port, l'adaptation de ce port via un use case, va être récupéré via un tax calculator configurator. Où est-ce qu'on va créer ce truc-là? Créer une classe. Spoiler, c'est pas au bon endroit. Le truc, cette architecture hexagonale, elle m'a fait toujours rigoler parce que en fait, c'est très très précis. Alistair est toujours très très à cheval sur l'endroit où ça doit être. Vous avez le domaine et vous avez l'infrastructure. Lui, il préfère le mettre quand on en discute. Il préfère le mettre dans l'infrastructure. On va le mettre dans l'infrastructure et c'est dans la config. Donc ça va dans la config. Voilà. Vous avez donc un domaine, des ports qui sont driving et une infrastructure config avec le configurator. Le configurator, il doit avoir
une méthode qui s'appelle configure et qui retourne le for calculating taxes. Là, normalement, vous commencez à sentir où est-ce que ça va, cette histoire. Dans le configure, vous allez décider à cet endroit comment vous connectez les choses ensemble. Il vous faudra donc un adaptateur. Cet adaptateur, vous le créez à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écrire le test, vous avez besoin d'un mock ou d'un double. Je ne sais pas ce que vous voulez. Moi, je préfère les doubles. Donc, on va dire for calculating taxes, eh bien, ça va être un calculating. Donc là, c'est là où on dit cette interface qui est en driving par rapport au domaine doit être implémentée par un use case. Là, c'est pareil, on est dans le rouge, mais c'est pas grave. On est en train de faire la conception du logiciel qu'on est en train de développer. Calculating taxes use case. Calculating taxes use case est égal à new calculating. On va y arriver ou pas? Si je fais ça, ça va être plus simple. Hop. Et comme je veux retourner un for calculating taxes, voilà, je vais faire ça. Et je vais le retourner directement. Ce truc n'existe pas. Je vais créer la classe. À votre avis, il faut que je le mette au bon endroit. Tax, domaine, adapters. Je vais mettre ici, c'est plus flou. À partir de là, on a une certaine liberté. Est-ce qu'on le met dans le domaine adapters? Est-ce qu'on le met dans le domaine services? Est-ce que, à partir de là, on commence à pouvoir décider. Dans le domaine, en dehors des ports et en dehors de l'infrastructure de configuration du configurateur, vous faites ce que vous voulez. Quand on demande à Alistair Cockburn, il y a à peu près autant de réponses qu'à chaque fois qu'on lui demande. Et c'est pareil pour la personne Juan Manuel Garrido Paz, avec qui il a écrit le bouquin. Il semblait pas forcément, enfin, il avait l'air beaucoup plus à cheval sur la structure des choses, et je vous montrerai son implémentation. Mais il semblait pas non plus en faire une religion. Donc, à partir de là, vous commencez à décider, et il y a énormément de gens qui décident de ce que ça doit faire, etc. Moi, je le mets dans domaine adapters, comme ça, au moins, c'est clair. Je veux juste vous montrer ce que ça fait. Donc là, on a dans le configurateur, la configuration en disant dans cette étape de test, c'est la première fois que je le maintiens, je ne sais pas encore à quoi je vais me connecter. Enfin, je le sais, je sais très bien que je vais avoir quelque part un use case qui va appeler une base de données pour récupérer des textes, etc. Mais c'est comme ça que je conçois. Je ne conçois pas en faisant les classes en amont, comme j'ai vu certains le faire avec l'architecture hexagonale, en refaisant toute la structure, domaine, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'architecture hexagonale et ce n'est pas comme ça que Alistair l'a décrit. On conçoit en même temps qu'on fait la TDD et on a aussi un phénomène de double boucle où non seulement on va avoir les grandes lignes avec la TDD, mais aussi on va rentrer dans des tests de consistance, de cohérence sur les scopes plus petits avec des tests unitaires sur des classes en particulier. En tout cas, là voilà. J'ai mon tax configurator, donc ici, le test a pu récupérer son calculator. Une fois qu'on a le calculator, on va vouloir calculer les taxes. Donc, on va demander, par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est calculator get. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est calculator, calculer taxes, un truc comme ça. Calculate tax avec un pays, je vais passer la France, et un montant, on va dire 100 euros. Ouais. Et on va le passer comme ça. Il y a déjà des décisions que je suis en train de faire alors que je ne devrais pas, mais calculate tax. Create method in for calculating tax. Donc string country code et double amount. Je souris parce que j'aurais jamais mis un double dans un prix. Mais bon. On revient.
Là, normalement, si je fais tourner, je devrais avoir une erreur de compilation parce qu'il y a quelque chose qui calcule, enfin, qui implémente pas la méthode. Ah, c'est ce que je me disais. Calculer taxe. Très bien. On fait juste compiler. On fait juste compiler. Calculator.calculer taxe sur un pays et un montant. Donc, on veut en fait récupérer la taxe. Une taxe, ça va être récupéré. Et ça doit retourner un double. Et là, ça commence à devenir assez sympathique. Après, il y a toutes les discussions sur est-ce qu'on doit récupérer un double, est-ce qu'on doit encapsuler à l'intérieur d'un objet qui s'appelle le mount, etc. Vous verrez qu'il y a énormément de discussions après sur la conception, mais en tout cas, là, je le fais plus petit. Calculer de taxe. Voilà, dedans, ça retourne un double, donc ici, je pense que ça va. Ah, très drôle. Eh ben, j'y touche pas. Ça continue. Ah, certains dates. Taxe. Et ici, on va dire que c'est égal à. Je sais pas, plus qu'on pourra. Euh, on met la TVA, on met 21, 21%. Allez, ça fait 21 euros. Ça, c'est la construction au fur et à mesure. On n'implémente pas a priori, on va juste se rendre compte normalement que tout se passe mal. Voilà. C'est pas le cas. Vous avez vu qu'on retombe toujours dans le même modèle que le TDD au final, hein. On continue à concevoir, on conçoit son code en codant. Tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, évidemment, for calculating taxes, calculate tax. Ici, ça ne va pas fonctionner. Alors, normalement, on devrait directement retourner, ça c'est dans le cas du TDD, on devrait directement retourner la valeur en question. On devrait retourner 21. Et c'est une discussion que j'ai déjà eue lors d'un précédent talk, lors d'un Edwin Day chez Edwin Tech. La question c'est de savoir, est-ce qu'on retourne directement 21? Ou est-ce qu'on sait qu'on doit appeler une base de données? Ça, c'est tout le truc. Soit on fait ça, et ça passe le test. Voilà, on est content. Soit on se dit, bah oui, mais j'ai mon driving, ok, mais il faut aussi que j'ai un driven parce que je vais pas stocker les nombres ici un par un. Euh, Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'osciller entre des tests de surface, comme ça, en rajoutant directement le nombre, et des modifications de l'infra. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait du bien à tout le monde de pouvoir passer des tests au vert et de pouvoir faire pouvoir avoir des succès réguliers et pas passer des heures et des heures à changer des trucs, à rajouter des infras, etc. Et en plus, ça va vous permettre de vous déporter sur ce dont vous allez avoir besoin pour remplir ce return 21, qui va être le fameux driven port. Donc là, au moins, vous serez ouvert, vous serez tranquille. Je sais qu'il y en a qui disent oui, mais il faut laisser rouge, etc., pour que tu vois que c'est pas bon. Moi, j'aime bien avoir des petits succès. Je ne suis pas complètement stupide. Je vois bien qu'il y a un 21 et je sais qu'il faut que je fasse un driven. Ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin, là je suis ouvert, j'ai besoin dans mon use case d'avoir, maintenant que je suis ouvert, je pourrais committer par exemple. Là, je ne vais pas le faire parce que je suis en train de faire un projet joie. Je pourrais committer, je serais ouvert et là je pourrais vraiment commencer à travailler sur forgetting tax. Donc on va dire, je vais l'appeler forget.
non, je vais l'appeler tax repository. Tax repository. J'aime pas récupérer le nom de l'interface me semble tellement contre-intuitif que je préfère l'appeler tax repository. Tax repository get tax for. Ah, il me le propose directement. Tiens, c'est sympa ça. For country code. Là, j'aurai un double tax qui va me donner ça. Taxe et ensuite je dois return la taxe fois l'amount. Je passe outre les contrôles, je vous montre juste la structure de la chose et comment ça se passe. Tax repository, ça n'existe pas. Il faut avoir un field qui va être un for getting taxes tax repository. Je le mets en final pour l'injecter directement dedans et create tax, non, create interface. Bon, pareil, c'est un port, mais cette fois-ci, il est driven. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça port driven. Pendant que je le fais, je vous dis aussi que nous, on en a discuté par exemple chez le client chez lequel je travaille, driven et driving, ça se ressemble beaucoup trop. Regardez-moi ça, driven, driving, quand vous êtes en train de regarder, vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous êtes. Donc chez nous, on appelle ça API et SPI, comme dans plein de soft qu'on a fait, mais j'ai vu des implémentations avec in et out, inbound, outbound, c'est à vous de choisir. Alistair, il aime bien avoir ses nommages comme il faut parce que c'est lui qui l'a signé, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait normalement. Qu'est-ce que je disais? Hop là, dans le test, ça va dans le use case. Le use case, il l'appelle, il veut l'avoir quelque part, et là, tout d'un coup, il va se passer un truc magique, c'est que en faisant ça, on va être obligé d'aller dans le configurateur et d'avoir la connexion du repository. GetTaxFor, on ne l'a pas, donc create méthode double getTaxFor string country code. C'est une interface, donc toujours pas d'implémentation. Voilà, un problème. Et ici, il faut le créer. Et comme par hasard, ça se trouve dans le configure. Et voilà, c'est là où en fait on résout. For getting taxes, tax repository égale l'IA de JetBrains connaît l'hexagonal architecture par cœur. C'est génial. Ok, create class in-memory tax repository et celle-là, on va le mettre dans infrastructure. Où est-ce que je vais le mettre, celle-là? Infrastructure adapters. Ouais, je le mets là. Très bien. Et je touche à rien. On verra pour le test. Vous avez vu où je l'ai mis? J'ai mis un domaine adapters dans le domaine pour faire les use cases. J'ai mis un infrastructure adapter pour le mettre dans le repository. C'est la solution la plus simple. Après, il y aura des discussions sur la conception et vous aurez qu'il y aura plein de gens sur LinkedIn, dans les meetups, au Devox, qui ont plein d'avis sur à quel endroit il faut le mettre, comment il faut le mettre. Juste la structure. On a un port et un adapteur en driven. OK? Du coup, le configurateur, il fonctionne. Vous avez bien un tax repository et le tax repository, vous pouvez l'injecter dans la construction du use case que vous allez retourner. D'ailleurs, ça commence à m'embêter d'avoir, hop là, voilà, d'avoir le zigouigoui en jaune. Je déteste avoir des warnings comme ça. On retourne au test. On refait tourner le truc et ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Expected 21, but 0. Cette fois-ci, on a tout connecté par conception. Au premier rouge, on a fait tourner le truc, etc. Et donc le calcul de taxe, il n'est pas bon. On est dans le get tax pour ce country code. Et c'est là où on va commencer à implémenter le mock in-memory tax repository. Alors, in-memory tax repository,
le truc le plus simple à faire, le truc qui serait vraiment horrible à faire, c'est map of euh, fr. Point get country code. Ça me fait rigoler moi-même, mais c'est vraiment le truc le plus simple à faire en fait. Alors, but was 21. Ah, intéressant. Effectivement, ce sont des pourcentages. Et là, on commence à discuter des objets du domaine. Le format de la donnée, etc. Bon, je m'arrête là, parce qu'en fait, j'ai démontré le pattern. Enfin, j'ai démontré. J'ai implémenté juste la structure basique, comme je vous le disais, la structure obligatoire, et tout ce qui est autour est optionnel. La structuration des infrastructures, comment vous développez les adapteurs, est-ce que vous les mettez à l'intérieur de votre runtime, est-ce que vous le mettez au-delà? Il y a une très grosse discussion, notamment par Alistair, qui dit que de toute façon, le domaine, il est très resserré et que les adapteurs sont toujours en dehors du domaine, ce qui est le cas ici, mais là, là je le découpe en termes de package à l'intérieur du même runtime. Il y a des gens qui vont dire que le configurateur, alors il y a un problème avec le configurateur parce que le configurateur connaît en fait les adapteurs, donc il doit se trouver dans une zone qui n'est pas dans la zone d'adaptation et qui n'est pas dans la zone du domaine parce que le domaine ne peut pas connaître les adapteurs, donc il faut le mettre dans une troisième zone. Tout ça va fabriquer en fait cette fameuse discussion dont je vous parlais au début entre le couplage et la cohésion, et il y a des tas de gens qui vont avoir des avis sur tout. Mais ça, c'est la structure canonique de l'implémentation du pattern architecture hexagonale que je préfère appeler de son petit nom Panda, Ports and Adapters. Mais ça, c'est que moi, ça fait rire tout le monde chez Beforebox parce que ils se foutent de ma gueule. On n'appelle pas ça Panda, on appelle ça architecture hexagonale. Mais je préfère l'appeler comme ça au moins il n'y a pas de problème de sémantique entre l'architecture et le pattern. Voici la structure de base. Je vous avais dit qu'on parlerait des avantages et des inconvénients. Les avantages, ils sont évidents. C'est que déjà, quand vous faites ça, le pattern est très associé à une mécanique qui est liée à l'ATDD, au test d'acceptance, à la construction, à cette double boucle où vous allez avoir justement, est-ce que vous faites la surface, après vous rentrez à l'intérieur des choses. Ça permet aussi une dynamique d'équipe et d'atelier parce que vous allez vous disputer sur ce genre de choses. Vous allez vous disputer sur la façon dont vous voulez implémenter ça. Vous allez vous disputer sur la localisation des données. Il y en a qui vont vouloir faire, par exemple, en Java ou en C#, plusieurs projets, ou des multimodules Maven, ou en Python, ça va être une catastrophe parce qu'il va falloir décider si c'est une classe qui est découpée en deux, ou si c'est une classe qui doit gérer le runtime de manière dynamique, etc. Vous allez avoir des gens qui vont avoir leur avis très tranché sur le nommage des choses. Là, j'ai mis driven et driving, mais on a déjà eu cette discussion, c'était assez intéressant. Bref, c'est super. L'avantage, c'est que derrière ces disputes, il y a la variabilité et il y a le degré de liberté que vous offre le pattern Ports and Adapters. Vous aurez aussi une sorte de fusée à étage, comme l'explique Alistair. Apparemment, il en a discuté beaucoup avec Vernon Von, je crois. Le dit-il dans les meet-ups auxquels on assiste à ces conférences. On commence toujours par les tests de harness, donc les tests d'acceptance, etc., les tests de surface, et ensuite on remplace, donc toujours avec des doubles. Et ensuite, on remplace avec les objets de production. Donc là, j'ai fait des doubles, mais normalement, je devrais, dans les étapes suivantes, en discutant avec les gens qui sont intéressés par consommer le service, je devrais passer à des tests et à changer le configurateur, voire à configurer le configurateur, lui passer du paramétrage pour qu'il connecte tel ou tel adaptateur. Mais c'est visible dans le code, c'est relativement évident. Et vous aurez à vous baser sur des paramètres que vous passerez.
Alistair parle aussi de configurateur dynamique, de broker de configuration. Vous pourrez aller voir ça. Là, je vous fais juste le canonique. L'avantage, c'est ça. Vous avez un énorme degré de liberté. Vous pouvez phaser en fait vos développements et ça se développe comme ça. Vous voyez, je l'ai fait au rouge, tranquillement. En fonction des rouges, je rajoute et quand j'ai des questions à me poser, je me pose des questions et j'y réponds avec mon équipe, avec mon atelier, avec mes utilisateurs. L'inconvénient, bah, déjà, rien que là, je vous ai fait la forme canonique. Je vous ai dit que le configurateur, il devait être dans un troisième espace. Rien que pour pouvoir implémenter directement un repository et un use case, vous avez vu qu'on a dû créer deux interfaces supplémentaires. On a dû créer des adaptateurs supplémentaires. Non pas qu'on ne les aurait pas créés par ailleurs, mais le découplage est évident et ça brise complètement la cohésion de votre programme. Je ne veux pas passer dessus parce que Alistair Coburn n'ose pas le dire, mais c'est pas vrai. Il arrête pas de se plaindre, de dire tout le monde dit que l'architecture hexagonale c'est compliqué. Je comprends pas pourquoi il dit ça parce que c'est vraiment très simple. C'est vrai que c'est simple. Et dans la structuration, quand on commence à faire du context switching entre le domaine, l'infrastructure, qu'en plus il y a un petit malin qui a décidé de faire du multimodule, donc du coup vous allez vous retrouver. Attendez, je vous montre. Je crois que je l'ai quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Il me semble que je l'avais pas gardé quelque part, ce truc-là. Il me semblait que j'avais le Blue Zone. Voilà. Ça, il faut absolument que je vous montre. Donc, je vous parlais de Juan Manuel Garrido Paz, qui en fait est l'autre personne qui a écrit le bouquin avec Alistair Coburn. Je suis déjà à 125? Ça me semble tout petit. Vous êtes prêts? Voilà lui qui dessine en fait donc un simple parking meter. Donc c'est quelque chose qui en TDD fait peut-être une classe quoi. Lui, quand il le fait en architecture hexagonale, c'est pas beau. Il y en a partout et c'est tout dispersé. Alors évidemment, c'est très pratique, c'est très versatile, etc. Je crois que Valentina Chupak aussi a fait quelque chose comme ça pour rendre hommage justement à Juan Manuel qui le pauvre est mort, je crois 6 mois ou un an avant la sortie du bouquin. C'est vraiment très décevant parce que on avait vraiment envie de savoir ce qu'il en pensait parce que sur l'architecture hexagonale, il était même encore plus royaliste que le roi, il était très à cheval sur certains principes. Donc on aurait pu connaître des choses sur lui. Mais vous voyez le problème de l'architecture hexagonale, c'est que dès qu'on commence à être strict sur le runtime, à dire que le configurateur doit être dans un troisième espace, qu'on doit avoir des configurations qui sont séparées, que le domaine doit être différent de l'infrastructure, on se retrouve avec un nombre de codes et un étalement de codes. Il faut commencer par se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ensuite, l'inconvénient, et je vais être honnête avec vous, l'autre inconvénient, ça c'est le premier, c'est que Alistair en a parlé dans sa première implémentation, mais il a arrêté d'en parler. Je vous montre. Je dois l'avoir quelque part, la première implémentation d'Alistair. Voilà. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce pattern? Ah, vous avez des classes d'interface, vous avez différentes adaptations, et puis vous avez des configurateurs, des usines qui vont fabriquer des objets et qui vont les adapter en fonction du runtime que vous voulez avoir. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle bizarrement le dependency injection. Je comprends pas pourquoi ils font pas la différence entre le dependency inversion et le dependency injection. Moi, je peux très bien avoir du dependency inversion où je déplace le ownership de la responsabilité de l'interface, donc du comportement du service, d'une zone à une autre sans forcément avoir l'injection d'une dépendance. Mais bon, tout ça, c'est des débats d'experts dans lesquels je ne veux pas rentrer, j'ai pas compris ce qu'ils racontaient.
Ça ressemble bizarrement à tous les frameworks d'injection de dépendance. Spring, Quarkus, Micronaut, C Sharp, je ne sais pas ce qui est utilisé, mais Django, Symfony, tout ce que vous voulez. Au début des années 2000, son idée naît en même temps, en parallèle que d'autres frameworks qui ont les mêmes soucis. On n'arrive pas à variabiliser, les infras sont lourdes, elles sont conséquentes. Quand on installe SQL Server, c'est difficile. Quand on installe du AMQP, c'est difficile. Le IBM AMQ Series, je ne vous en parle pas. Quand on doit changer de technique, de technologie pour passer de MySQL à Postgre, c'est une tannée. À cette époque, tout le monde commence à ressentir ce besoin et les frameworks d'injection de dépendance arrivent. Ils implémentent exactement l'idée d'Alistair Cockburn, ou en tout cas la problématique qui est posée par Alistair Cockburn. Vous aurez remarqué la subtilité, et ça m'a toujours fait sourire, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup d'humains dans ce pattern, la subtilité de Alistair Cockburn qui dit non, 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 moi c'est pas juste ça. Moi, mon pattern à moi, il faut que ce soit des interfaces qui s'appellent for doing something, et il faut que ce soit à un endroit très particulier. Donc c'est pas du tout ça. Moi, c'est autre chose. L'architecture hexagonale, c'est très particulier. Et je trouve ça assez amusant il l'ait mis dans son premier, qu'il l'ait fait disparaître, et qu'il dise non, non, moi, c'est le problème de l'architecture hexagonale. La vraie chose qui résout, c'est la structuration, le nommage, la localisation des adaptateurs. Et c'est assez amusant parce que, en fait, on n'a pas besoin d'architecture hexagonale quand on fait du Spring. Je me bats en ce moment avec certains développeurs qui veulent foutre de l'architecture hexagonale dans l'architecture hexagonale. Spring, c'est de l'architecture hexagonale, même s'ils veulent pas le dire, euh, à la localisation près et à l'adaptation près. Moi, quand j'ai des projets, je sais pas, je dois bien avoir un projet là quelque part je dois avoir un démo Kafka quelque part. Euh, Quand j'ai des projets qui utilisent Spring et qui se connectent à Kafka, là c'est un projet, vous verrez, je pense que je dois l'avoir sur mon repo, je ne vais pas le partager, mais en fait, en gros, j'écoute des événements depuis Kafka, je récupère ces événements, je les injecte à l'intérieur d'une base de données et il y a un contrôleur REST qui gère le tout. J'ai pas besoin de toute l'horreur, c'est un composant technique, donc j'ai pas besoin de toute l'horreur de l'architecture hexagonale à la Juan Manuel Garrido Paz. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui arrivent sur mon composant technique, il y aura pas de il y a pas besoin de variabilité technique. Je veux qu'ils puissent lire la chose facilement. Donc, vous voyez, j'applique l'architecture hexagonale quand j'ai des vrais problèmes de variabilité. Et je le fais avec plaisir parce que c'est un pattern tellement puissant de discussion, d'interrogation, de dispute, d'ingénierie avec ses collègues pour savoir vraiment quelle est l'importance du domaine, comment on le ramasse, est-ce qu'on fait de l'ISP à mort, Interface Segregation Principle, comment on définit les zones du domaine. Quand j'ai pas besoin de ça, quand je sais quelle est ma technologie, quand j'ai Spring pour m'aider, je veux de la lisibilité et je veux un composant suffisamment ramassé que je puisse jeter et réécrire facilement. Quand j'ai de la dispute autour des zones d'interrogation, de consommation de services, de surface des interfaces, etc., je fais de l'architecture hexagonale parce que j'ai une responsabilité à forcer la discussion, la tension entre le couplage, la cohésion et le service rendu. Donc voilà, ces deux inconvénients, c'est quand même l'explosion en classe, en zone, en scope, en contexte switching, donc l'explosion en charge cognitive. Et aujourd'hui, on a des alternatives, et c'était un paragraphe à part, mais je le mets dans les inconvénients aussi, parce que finalement, s'il y a des alternatives, on n'a pas besoin de faire tout ça, tout ce branchement à la main, parce que là, c'est à la main. Si vous vous croyez plus intelligent que Spring ou les compilos Java, moi non.
Il y a tellement plus intelligent que moi, notamment Alistair Coburn. Euh, ça, faire ça, ce que vous voyez à l'écran, il vous faut quand même une bonne raison pour arriver à ce niveau de découplage et de complexité. Donc, ce que je voulais faire, et j'ai pas envie d'en rajouter trop parce que vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est l'implémentation canonique, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, j'implémente, moi je fais de l'architecture exa. Je n'ai jamais vu ça nulle part. J'ai jamais vu des interfaces qui s'appellent for doing something, alors qu'il est très à cheval. J'ai jamais vu des configurateurs explicites. Et j'ai jamais vu une distribution canonique, une implémentation canonique du pattern architecture hexagonale. Et c'était bien de prendre ce petit moment pour qu'au moins je vous dise, réfléchissez parce que dans l'architecture hexagonale, c'est une aventure humaine. Alistair Coburn, si vous le rencontrez ou que vous le regardez dans les meet-up, vous vous rendrez compte à quel point cette personne est humaine. Et ce pattern, il a une vraie fonction sociale dans l'ingénierie. J'ai pas vraiment envie de rajouter grand-chose. Merci beaucoup pour ta présentation, Rui. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur LinkedIn pour rien rater de notre actualité et surtout pour être informé de nos prochains lives.